Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bon patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. On est ravis de vous retrouver comme tous les lundis avec le G500, deux coprésidents, Aurélie Gros. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous les deux. Et Stéphane Pellet, bonsoir. Bonsoir à tous les deux aussi. L'association, en tout cas citoyenne, l'ONG, qui regroupe 500 associations et 720 000 sympathisants. Et ça grimpe, et ça grimpe. Le million. Je pensais exactement ça, oui. Écoutez, On le fêtera ensemble à Marseille, c'est promis. Absolument, à Marseille, si vous voulez bien entendu nous rejoindre. Nous y serons à partir au mois de juin. Du 8 juin, 9 juin, 10 juin à Marseille et vous pouvez vous inscrire sur www.sommetcitoyen.fr. Chère Cécile. Et vous aurez l'occasion de rencontrer Cécile de Minibus. Absolument. Et Philippe David en vrai. Et Philippe David en vrai. Oui, parce qu'il existe. Je suis désolée de vous le dire, mais il existe. Et il mange. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais il existe en vrai. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? En tout cas, voilà, au sommaire de cette émission, pour être sérieux, le 8 mars, l'occasion de faire les comptes en matière d'égalité de genre. Mercredi, c'est la journée internationale des droits des femmes. L'ONU Femmes France alerte sur une situation des femmes. Les actions entreprises sont encore insuffisantes face à l'urgence, l'ampleur et la gravité de ce que vivent les femmes dans le monde. Au rythme actuel, il faudra près de 300 ans pour atteindre l'égalité de genre. Il est impératif d'agir. On va déjà en parler dans la première partie de cette émission. Diminuer la prémédication, les traumatismes post-opératoires et faciliter le travail des soignants. Les petits doudous, réseau d'associations de professionnels de santé, œuvrent depuis plus de 10 ans pour améliorer le vécu de plus de 120 000 enfants, mais aussi des parents et des soignants à l'hôpital. Leur mission, améliorer l'accueil et le bien-être des enfants opérés et réduire leur anxiété par le jeu et le numérique avant l'intervention chirurgicale. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et nous accueillons forcément à l'avant-veille du 8 mars, à l'occasion de faire des comptes en matière d'égalité de genre. Et notre invitée pour en parler, Catherine Recher, est avec nous. Bonsoir. 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 Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général de l'ONU Femmes France et Stéphane Pellet. Catherine est là pour une vraie bonne raison. C'est le 8 mars dans 2 jours. Bonsoir Catherine Hacher. Et oui, c'est vrai qu'on est à 2 jours du 8 mars. C'est souvent vous savez, une journée dont on voudrait peut-être un peu tourner en ridicule. On entend même, c'est la journée de la femme, donc une journée dans l'année. Eh bien, en fait, ça ne montre pas à quel point on est face à des enjeux énormes. Catherine Recher, votre ONU, donc Femmes France ou Femmes France, oui c'est ça. Vous alertiez récemment sur la situation des femmes en estimant que les actions entreprises étaient vraiment insuffisantes face à l'urgence. On a donné ce chiffre tout à l'heure. En matière d'égalité de genre, si l'on n'avance pas plus vite, il faudra 300 ans pour que les femmes rattrapent les hommes, ou en tous les cas que nous soyons tous sur un pied d'égalité. Et donc, on vous a invité pour ça ce soir. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler comment est né ONU Femmes France, et avec ce nom important, ONU, comment vous faites pour vous engager dans cette cause? Comment on peut aussi vous aider? On va aborder toutes ces questions. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de nous exprimer. Donc, ONU Femmes France est une association qui relaie ONU Femmes en France. Et je vais revenir un peu quand même sur la création d'ONU Femmes, qui est UN Women à New York, qui est la dernière des agences onusiennes qui est née en juillet 2010. Quand le constat a été fait que, en fait, toutes les actions entreprises pour l'égalité des femmes à travers les différentes organisations qui existaient alors n'étaient pas suffisantes. Et donc, les États membres de l'ONU ont décidé de créer cette agence onusienne spécifiquement dédiée. C'est la seule agence onusienne au monde qui est uniquement dédiée aux droits des femmes et à l'égalité des sexes. Alors, vous agissez en France. Oui, allez-y. Et donc, ONU Femmes France est une association qui, en France, relaie et agit pour le compte d'ONU Femmes pour les droits des femmes,
sur différents champs d'intervention. Nous allons y venir, je pense. Est-ce qu'on peut revenir, pardon Philippe, sur le contexte aujourd'hui, de donner des chiffres pour qu'on comprenne bien l'importance justement de ce combat et de votre engagement? Oui, alors les chiffres, effectivement, ils sont pas terribles. On parlait de ces 300 ans pour atteindre l'égalité femmes-hommes. Ça veut dire que pour supprimer toutes les lois discriminatoires qui existent et puis combler aussi les lacunes en matière de protection juridique, il faudrait 286 ans. Pour avoir une représentation égale dans les parlements nationaux, ce serait au moins 40 ans. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les enjeux sur l'égalité ne sont pas au rendez-vous et qu'on est en train de prendre du retard sur cette... Il y a un objectif des ODD, qui est l'agenda qui a été pris par les gouvernements à l'ONU, de s'engager sur 17 objectifs de développement durable pour un monde plus protecteur et plus en prenant en considération tous les enjeux humains et écologiques. Oui. Et l'égalité des sexes, c'est l'objectif numéro 5. Et en fait, cet objectif n'est pas du tout atteint et on s'en éloigne. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui... on s'en éloigne, c'est-à-dire qu'on fait marche arrière. On régresse. On régresse, on voit les différentes crises qui sévissent dans le monde, celles qui attaquent directement les droits des femmes, que ce soit en Iran ou en Afghanistan, font qu'on régresse en termes... On s'éloigne de l'atteinte de ces objectifs d'égalité et les droits des femmes sont bafoués dans de nombreux pays. J'ai cité l'Iran, l'Afghanistan. Et par ailleurs, quand on est dans des situations de crise, comme c'est le cas en Ukraine, c'est le cas en Syrie, en Turquie, on voit qu'en fait, les femmes sont au premier rang des victimes de ces crises parce qu'elles se trouvent dans des situations précaires qui rendent encore plus difficile l'accès aux soins, à toutes sortes de besoins vitaux. Et leurs droits, dans ces cas-là, reculent. En France, vous agissez dans le monde entier, c'est l'ONU. En France, vous avez 3 axes d'intervention: violence, autonomisation, égalité professionnelle, gouvernance. Et expliquez-nous ces 3 axes. En fait, pour ce qu'on fait, nous, ONU Femmes France, on a une première mission qui est de contribuer aux programmes qui sont développés par ONU Femmes dans le monde. Et ça, c'est de la collecte de dons, on pourra y revenir. Et on a une autre mission qui est ces actions de plaidoyer, de communication et de sensibilisation du public sur les enjeux que vous venez de citer. Donc, c'est sensibiliser le grand public aux violences qui sont faites aux femmes. C'est aussi agir pour l'indépendance économique, c'est-à-dire l'égalité professionnelle en termes de salaire, de gouvernance, faire en sorte que les femmes aient accès à des salaires égaux et le même accès à des postes à responsabilité. Et puis, c'est s'assurer aussi que quand on est justement dans des situations de conflit et qu'on s'assoit aux tables de négociation, les femmes soient associées parce qu'on s'aperçoit que quand elles sont associées à ces négociations, les paix, les négociations sont plus durables. Catherine Recher, juste, vous avez fait un bilan à l'international. Comment se positionne la France aujourd'hui face aux droits des femmes? En France, on a beaucoup de progrès qui sont faits. On voit aussi que la situation est fragile. Si on prend le sujet des violences, en 2021, c'était 122 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint pendant l'année. Donc, on a des situations encore terribles. Et en fait, la France, comme tous les pays, comme aucun des pays, je dirais, n'a atteint l'égalité femmes-hommes.
On a encore des progrès à faire. J'ai juste une petite question à vous poser par rapport, dans le cadre de l'emploi, de l'entrepreneuriat. Souvent, les femmes, en tout cas celles qui recrutent, disent le problème des femmes, c'est qu'elles n'osent pas se présenter à des postes non plus. Donc, est-ce qu'il y a une pédagogie aussi à faire vis-à-vis de ces femmes, de dire, voilà, vous y avez le droit parce que vous avez l'expertise, vous avez l'expérience. Mais peut-être que changer aussi les mentalités de ces femmes qui n'ont peut-être pas été élevées comme on devrait les élever aujourd'hui, en disant finalement on est égaux et les métiers des hommes peuvent être aussi des métiers des femmes. Mais souvent c'est parce qu'elles n'osent pas. Absolument, elles n'osent pas parce qu'elles ont aussi un poids social des stéréotypes qui est encore très fort. Et qui fait qu'il y a chez les femmes très souvent un sentiment d'imposteur qui est absolument prégnant, qui fait qu'elles se disent c'est pas pour moi, elles n'osent pas, et souvent il faut aller les chercher pour qu'elles prennent leur place aux tables de dirigeants et que tout d'un coup elles se sentent autorisées et légitimes aussi dans ce poste-là. Et c'est aussi le travail qu'on fait, et c'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires privés, des entreprises, pour mener ces actions de sensibilisation, pour que justement on lève le voile un peu sur ce plafond de verre qui est réel, qui est celui d'une société, mais qui est aussi cette autocensure que beaucoup de femmes vont opérer à leur égard. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on est, par exemple, dans le monde de l'entreprise, dans des entreprises où il y a de nombreuses femmes au poste de direction, eh bien, ça a un effet vertueux où, en fait, petit à petit, les femmes vont prendre des postes parce qu'elles ont des sortes de rôle modèles, des femmes qui leur montrent que c'est possible, parce que ces femmes vont aussi les encourager à prendre à pleine main ces postes-là et leur dire c'est pas parce que tu as une famille que tu n'y arriveras pas. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire évoluer les mentalités et à faire baisser les propres freins que les femmes se mettent vis-à-vis d'elles-mêmes. Absolument. Vous restez avec nous, Catherine Reichert. Merci en tout cas. Vous êtes secrétaire générale de l'ONU Femmes France. On continue d'en parler, bien entendu, avec Stéphane Pellet dans quelques instants, qui avait très envie de vous donner la parole, et il a bien fait. C'est des vraies voix citoyennes. On reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Et chaque semaine, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet du G500, on essaye de vous donner un éclairage, de vous donner la parole, en tout cas à toutes celles et ceux qui s'engagent. Et ce soir, j'ai envie de dire celles, puisque pas mal de femmes sont avec nous. Et le 8 mars, l'occasion de faire le compte en matière d'égalité de genre. Et l'ONU Femmes France est là en direct avec nous, avec Catherine Reichert, secrétaire générale justement de l'ONU Femmes France, et Stéphane Pellet. On en parlait forcément de ce droit des femmes, et il faut en parler. Une journée ne suffirait pas, il y a tellement de choses à dire, et je crois que vous vouliez réagir. Oui, Catherine Reichert, je voulais vous interroger sur la façon dont vous pouvez mobiliser aussi dans le monde, peut-être qui n'est pas la même qu'en France, parce que quoi qu'on en dise, les situations sont quand même pas comparables entre la France et l'Iran. Et puis je dirais que je me permets de vous dire ça parce que je suis l'un des rédacteurs de la loi pour la parité en politique en France il y a quelques années. On avait calculé qu'il faudrait 140 ans pour arriver à la parité, donc heureusement qu'on est passé par la loi pour avancer. Mais comment on pourrait faire pour que les hommes notamment se sentent tout autant mobilisés, les jeunes aussi, en France, et qui ne prennent pas ombrage, disons, de cette comparaison avec des pays où malheureusement, vous le savez, les femmes n'ont ni le droit de vote, ni le droit d'ouvrir un compte bancaire, ni le droit de décider, ni de travailler, ni de même de décider de leur propre vie. Comment on fait pour rester un peu relativiste ? Alors vous avez raison, il faut relativiser la situation de la France avec ce qui se passe malheureusement pour les femmes et les filles dans de nombreux pays du monde. Nous, on aime, on se dit que l'égalité entre les femmes et les hommes, elle se fera avec les hommes. Donc on a pour ça un mouvement qui fonctionne très bien, qui s'appelle He for She, donc lui pour elle, qui a été lancé, qui est un programme international de l'ONU. C'est un super nom, c'est génial. Voilà, et qui est vraiment cette volonté d'agir ensemble et de dire dans ce combat, on va dire, pour l'égalité femmes-hommes, les hommes sont nos alliés et c'est avec eux qu'on réussira à atteindre cette égalité. Donc c'est une invitation pour tous les hommes et les garçons aussi, dès le plus jeune âge, à s'associer à nous pour justement remettre un petit peu en question les stéréotypes, les cadres dans lesquels on nous range, et faire en sorte qu'on travaille ensemble pour cette égalité. Donc là aussi, c'est de la sensibilisation,
de la sensibilisation à la répartition des tâches, à tout ce qui fait des tâches ménagères, à tout ce qui fait qu'au final, la charge mentale souvent pour les femmes est plus lourde et que si on répartit mieux les tâches, les rôles, eh bien, justement, les hommes et les femmes s'en porteront beaucoup mieux. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, la jeunesse, justement, est plus encline à aller vers ce nouveau modèle? On sent que les mentalités évoluent quand même. Tout à fait, les mentalités évoluent. Il y a beaucoup de points positifs là-dessus. Pour nous, c'est vraiment un signe d'espoir et on s'appuie beaucoup aussi sur les nouvelles générations pour justement faire évoluer ces mentalités. Je dirais, voilà, il faut être quand même alerte, surveiller un petit peu. Par exemple, il y a énormément de violence à l'égard des femmes sur les réseaux sociaux, sur la toile. Donc, dès qu'on est caché derrière un écran, tout d'un coup, on peut parfois avoir des comportements violents. Et il y a encore beaucoup trop de violence, et notamment aussi chez les jeunes générations qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Et qui sont souvent très cash. Oui, très bien. Oui. Ils sont souvent très cash, ils sont extrêmement virulents et violents à l'égard des filles, des femmes et des filles, et qui peuvent parfois aussi justement couper certains initiatives, certains élans de femmes et de filles. Donc vigilance effectivement par rapport quand même aussi aux jeunes générations. C'est comme tout, il faut aussi les accompagner, les sensibiliser, les éduquer aussi au respect des femmes et des filles. Vous travaillez aussi à l'étranger, notamment dans des zones durement touchées, soit par la guerre, soit par les catastrophes, l'Ukraine, la Syrie, la Turquie. Comment est-ce que vous déployez sur des terrains, on va dire, sinistrés? Ouais. C'est un de nos axes d'action majeurs, effectivement, d'être sur le terrain dans des situations de crise. Donc, on l'est en Afghanistan, on l'est toujours. On a toujours un bureau Vous êtes toujours présent là-bas. En Afghanistan? Absolument, absolument, oui. Donc, on a toujours cette présence. On essaye d'agir et d'apporter ce dont les femmes ont besoin sur place. On est présent aussi en Syrie, en Turquie, en Haïti, enfin dans toutes les zones effectivement où la situation des femmes et des filles est dramatique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un travail d'abord de diagnostic, d'identification des besoins pour pouvoir apporter derrière les bonnes réponses. Et ensuite, on travaille beaucoup avec des organisations locales pour justement apporter les réponses en fonction des besoins sur place, c'est-à-dire sur des besoins basiques, on va dire vitaux, nourriture, eau, hébergement, médicaments, mais aussi derrière des programmes de plus long terme qui vont pouvoir accompagner aussi les femmes dans leur situation économique sur le long terme et aussi dans la reconstruction après sur des zones sinistrées. Stéphane Pellet. Alors je crois qu'une grosse partie de votre activité aussi, c'est de lever des fonds pour financer tous ces programmes, notamment donc dans les pays où ça va mieux pour la situation des genres, justement. Comment vous arrivez à faire pour que les gens restent mobilisés? Quel est le niveau actuellement de dons? Est-ce que ça augmente plutôt, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes aussi, vous, victime de la situation plus difficile sur ce domaine-là comme sur les autres pour les Français? Je dirais que c'est très humain, mais à partir du moment où on ne parle plus des choses, eh bien, elles ont tendance à disparaître de nos consciences, et d'autant plus quand elles sont loin de nous. Donc, on a beaucoup d'actions de communication auprès de nos donateurs, mais aussi de façon plus large pour élargir justement notre base de donateurs et de donatrices. Donc, c'est des actions de communication qui viennent sensibiliser, rappeler aussi la situation des femmes, des familles dans ces coins du monde. Donc la communication est essentielle et c'est aussi par cette tribune que nous donnent les médias qu'on rappelle aussi les enjeux et le fait que même si c'est loin de nous, même si on n'en parle pas tous les jours, il y a encore de nombreuses femmes et familles, parce que quand on aide une femme, c'est une communauté qu'on aide, on l'aide, elle, sa famille, ses enfants et aussi les proches. Dans des situations de conflit, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules à devoir gérer leur famille. Et donc, donner pour les femmes, c'est aussi aider les communautés, aider les familles. Donc, c'est essentiel de rappeler nos besoins, et c'est pour ça qu'on prend notre bâton de pèlerin et on va aussi dans les médias pour sensibiliser le plus grand nombre
aux besoins qui restent très criants partout dans le monde. En tout cas, vous avez table ouverte à Sud Radio. Merci beaucoup, Catherine Recher, d'avoir été avec nous, secrétaire générale de l'ONU Femmes France. Juste un petit mot, vous avez besoin de bénévoles, c'est l'occasion de peut-être de le dire. Oui, alors on est sur onufemmes.fr, onufemmes avec un s.fr. Vous avez toutes les informations pour rejoindre l'association, pour faire des dons. Donc onufemmes.fr. Et merci infiniment de nous avoir donné cette tribune. Merci à vous pour ce travail incroyable que vous faites. Dans un instant, les petits doudous, réseau d'associations de professionnels de santé qui œuvrent depuis plus de 10 ans pour améliorer le vécu de plus de 120 000 enfants, mais aussi des parents et des soignants à l'hôpital. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. C'est ça aussi qui nous motive, ces personnes qui ont envie de nous aider, pour les enfants évidemment, mais aussi parce que ça fait du bien de vivre ça avec des gens qu'on rencontre. Bon, allons-y. Parfois ça peut faire peur, vu l'ampleur que ça prend, mais quand on a la chance d'avoir un projet comme ça qui marche, il ne faut surtout pas la gâcher. Et c'est un très joli projet. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Christelle Baldet est avec nous, présidente de l'association Les Petits Doudous. Voilà, les petits doudous, pôle santé Sarthe, en Sarthe-et-Loire. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Oui. Bonsoir. On est ravis de vous avoir ce soir. Et c'est une proposition que nous a faite Aurélie Gros, justement, de cette belle association qui finalement enrobe un petit peu tout le monde. Exactement, une très belle association, et on est particulièrement heureux de recevoir Christelle aujourd'hui, parce que vous voyez, Christelle, elle, c'est une vraie citoyenne engagée. Oui. Elle est engagée dans tout. Voilà. Les petits doudous, la santé, les grands doudous, tout le monde. Et Christelle, la culture. Voilà, elle essaye en tout cas de s'investir pour changer les choses de manière positive. Donc c'est toujours agréable de la recevoir, de la voir et de l'écouter. Et cette petite association, qui est maintenant une grosse association, les Petits Doudous, est née en 2011 au CHU de Rennes par Nolwenn Fèvre, infirmière anesthésiste avec 2 autres soignants. C'est bien ça ? C'est ça. Pour réduire l'anxiété et les troubles post-opératoires des enfants hospitalisés. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui t'a décidé, on peut se tutoyer, à rejoindre cette aventure très positive et qui est en plus avec un système de financement particulier, avec une volonté de s'occuper à la fois effectivement des enfants, des parents, mais aussi des soignants. Donc voilà. Un cercle vertueux. Alors, ce qui m'a décidé en 2017 de rejoindre cette association nationale qui compte aujourd'hui 116 associations sur le territoire français. Voilà, ça a eu beaucoup qui est devenu grand. Oui, voilà. Le point de départ, c'est Rennes. Pourquoi ? Parce que nous, déjà, dans l'hôpital où je suis, on recyclait déjà beaucoup. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, puisque la prise en charge des enfants, elle aussi, était intéressante. Mais à titre personnel, c'est le fait qu'on puisse encore plus recycler. Puisque, bon, en effet, pour expliquer aux... Qu'est-ce que vous appelez recycler quoi ? Alors, en fait, les enfants, le but, c'est d'améliorer le vécu des enfants. Bon, pour ce faire, il y a je vais faire assez court, hein, il y a une tablette qui est proposée aux enfants avec un jeu interactif où il peut créer son avatar et être en immersion. Et donc ça réduit déjà l'anxiété. Voilà. Et puis, on offre un petit doudou. Jouer de son parcours, finalement. Il joue de son parcours, voilà, il devient acteur de son soin. Les parents l'accompagnent, c'est le héros ou l'héroïne. Et nous, en plus, on a la particularité... au pôle santé Sarthe-et-Loire, de mettre en place le dispositif patient debout. C'est qu'en plus, l'enfant, soit il vient en petite voiture, mais il peut venir aussi de manière verticalisée, il marche. C'est un dispositif qu'on applique aussi aux adultes et qui, rien que le fait de venir debout au bloc opératoire, diminue réellement l'anxiété, puisque un enfant ou un adulte qui est debout voit mieux, entend mieux, et donc est respecté, en fait, comme l'humain, le jeune enfant, etc. Moins l'impression d'être malade puisque il n'est pas sur un brancard. Oui. Absolument. Donc en fait, à l'enfant, on lui offre à l'entrée au bloc opératoire un petit doudou. Au choix, donc il a le choix des couleurs, hein, c'est pas juste rose et bleu. Et, on serait très étonné de voir que les garçons souvent choisissent pas le bleu. Ah bon ? Oui, souvent ils choisissent le rose ou le gris. Enfin voilà, il n'y a pas de genre. Enfin, on peut le constater. Bon, et donc pour acheter ces petits doudous,
Eh bien, il y a en partie, l'argent va venir de l'économie circulaire, c'est-à-dire que il y a des déchets hospitaliers, voilà. Les dasseries. Usage unique. L'usage unique, voilà, depuis 99, depuis Creutzfeldt-Jacob, c'est vraiment vraiment un problème, puisque on est un des plus grands pourvoyeurs de déchets, l'hôpital. Bon, donc en fait, on récupère notamment les fils électriques de bistouri électrique, donc ça contient du cuivre. Oui. Ça, avant, nous, ça fait 3 mètres de long quand même. Avant, on le jetait. Voilà, donc c'est coûteux pour l'hôpital. Là, on le récupère, on le lave, et les lames pour intuber les patients qui contiennent de l'inox. Donc en fait, on a de l'or dans nos poubelles. Ça m'a beaucoup plu, parce que nous déjà on récupère, on recycle le plastique, le papier, etc. Vous récupérez, vous revendez, ça vous permet de financer vos actions. Voilà, je simplifie. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est vraiment l'économie circulaire. Et puis ensuite, cette proposition faite aux enfants, c'est aussi leur permettre de leur injecter moins de médicaments contre la douleur. Donc c'est une épargne, ce qu'on appelle morphinique. Et ils récupèrent plus vite. Donc voilà, ça a que des vertus. En clair, ce que vous dites, c'est que provoquer de la joie chez un enfant, forcément, ça repousse la prise de médicaments. Oui, de fait. Ouais. Et chez l'adulte, c'est la même chose. En fait, c'est procurer de la joie et c'est surtout le rendre vraiment acteur de ce qui est en train de se passer. Parce que, et alors, en plus, ce qui est génial, c'est que vraiment, on le constate, les enfants ne pleurent plus. Quasiment plus. Ah oui. Et le personnel soignant dans tout ça, il en bénéficie, puisque un soignant qui accompagne un enfant et des parents qui sont dans un jeu interactif avec un parcours fléché, avec des images à retrouver dans le jeu, etc. Et ben c'est un soignant pour qui les conditions de travail sont quand même plus agréables. Et le parent est lui-même plus confortable dans l'accompagnement de son enfant. On a souvent, je vous coupe, tendance à oublier ce que ça peut procurer psychologiquement chez les soignants, même si on dit vous êtes des professionnels de santé, vous ne restez quand même que des femmes et des hommes, de la douleur de voir les enfants des autres, forcément, ou même le chagrin des parents, ou la douleur, c'est difficile. Eh bien, c'est ce qui a motivé Nolwenn Fèvre à l'époque, quand elle décrit l'idée qui lui est venue. Elle travaille dans un bloc pédiatrique. Et donc, à 1h du matin, elle a eu l'idée de dire, mais moi, j'en peux plus, c'est vraiment difficile, tous ces enfants qui pleurent. Alors, en fait, c'est une réalité, un enfant qui n'est pas très bien pris en charge parce que on l'allonge, on l'extrait de ses parents. Enfin, il n'y a pas de prise de, comment dire, il n'y a pas d'organisation sur la prise en charge d'un enfant. C'est très direct. Il n'est pas conscient, il ne comprend pas forcément dans quelle situation il se trouve. Absolument. Ce que vous voulez dire, c'est que la prise en charge, finalement, c'est peut-être le point culminant avec forcément l'opération derrière. Absolument. On reste des humains, on est dans une relation avant tout humaine, et que c'est bien pour ça aujourd'hui que les soignants aussi, et c'est aussi très vertueux cette association, parce que ça montre aussi que les soignants ne sont pas juste dans des revendications, les soignants sont capables de proposer des solutions qui fonctionnent. On est quand même à 116 associations sur toute la France. Elles sont vertueuses à plusieurs égards. Elles permettent des économies de médicaments, des économies de matériaux, de financement au niveau de l'hôpital. C'est quand même des déchets qu'on n'aura plus à payer au niveau de l'hôpital, et puis on relance à gérer. Et une troisième chose, alors nous, dans l'hôpital où je suis, au pôle santé Sarthe-et-Loire, depuis 2018, on organise ce qu'on appelle un challenge d'escrime. Bon, mon fils fait de l'escrime, donc je fais partie du bureau, donc c'était un peu facile, mais c'est aussi une manière de promouvoir l'hôpital au niveau de la ville, c'est-à-dire de se faire sortir ce qui s'y passe au niveau des citoyens. Et ça fonctionne du tonnerre. Les gens adorent apprendre ce qui s'y passe, ce qu'on fait à leurs enfants, d'avoir cette proximité avec les soignants, et finalement de recréer ce lien qui a tendance à être un petit peu distendu. Vous avez parlé d'escrime, vous avez même été représenté sur le Vendée Globe. Alors ça, oui, d'un point de vue national, absolument. Oui, Armel Tripon, skipper, qui représente... Alors lui, il est sur le bateau Sodebo, et il représente aussi les couleurs des petits doudous. Oui. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est chouette. C'est très marrant d'ailleurs, parce que vous le dites, mais la santé de l'enfant ne peut pas être gérée comme la santé de l'adulte aujourd'hui. On n'est pas sur les mêmes publics, et si on gérait différemment la prise en charge de tous les enfants hospitalisés, peut-être qu'on aurait une économie dans la santé vis-à-vis de ces enfants, avec la non-prise de médicaments, avec un rétablissement beaucoup plus rapide. Et vous ne pensez pas que nationalement, il faudrait peut-être inventer un institut
je sais pas comment on pourrait l'appeler, de la santé de l'enfant, hein, voilà, parce que à un moment donné, c'est un travail très particulier, la pédiatrie. Les répercussions sur le personnel soignant est quand même très important, très très forte. Je pense que chacun se retrouve face à cet enfant avec ses grands yeux. Donc voilà, c'est une question que je voulais vous poser. C'est pas la question piège. Hein. Non, pas du tout. C'est intéressant parce que pourquoi on s'occupe aussi autant de l'enfant ? Déjà, c'est tout simplement mettre de l'éthique au cœur du soin. Bien sûr. Dit oui, non, l'adulte c'est différent. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence. En tout cas, la seule chose, c'est que l'enfant qui va être bien pris en charge, c'est un adulte qui viendra avec beaucoup moins d'anxiété. Hein, parce que par expérience, le nombre d'adultes d'une certaine génération qui ont été traumatisés par le dentiste, par l'anesthésie, par exemple, qui se souvient, le dentiste, voilà, on met la main. On embrasse tous les dentistes de France. Bien entendu. Moi, j'adore le dentiste depuis que je suis petite. Donc, vous voyez, c'est pas comme quoi j'ai pas été traumatisée. Mais pour avoir un psy là. L'anesthésie, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'angoisse aux gens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un souvenir. On leur a mis, ils ont été contraints physiquement. On leur a mis un masque. Ils ont respiré un gaz pas très agréable. Donc prendre en charge les enfants, le soin des enfants différemment, c'est aussi penser à l'adulte futur. Bien sûr. Voilà. Mais c'est aussi très important de prendre en charge l'adulte. Là, je parlais du patient debout. C'est tout simplement une prise en charge éthique, de ne pas avoir un rapport de position haute et le patient position basse. Voilà. Et le patient, il attend que ça finalement, qu'on le respecte aussi dans ce qu'il est, dans sa singularité. Et on traite l'enfant à peu près de la même manière. On le traite avec ses singularités. Oui, et à son niveau. Et à son niveau. Voilà. Et ben, vous restez avec nous, Christelle Baldet, présidente de l'association Les Petits Doudous, pôle santé Sarthe et Loire. Dans un instant, on verra un petit garçon avec sa maman qui a bénéficié de ce pôle santé, en tout cas de ce parcours plutôt assez innovant dans cet hôpital et dans plusieurs hôpitaux. Combien d'associations ? 116 maintenant. 116, voilà. Et ben, vous voulez nous en parler aussi, vous avez le droit. 0826 300 300. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros effectivement est avec nous, Stéphane Pellet est avec nous. C'est le G500 qui chaque semaine a la gentillesse de nous concocter cette belle émission avec ses beaux engagements. Et pour en parler, un sujet important, vous connaissez l'association Les Petits Doudous, forcément, vous en avez entendu parler. Et ce soir, c'est le pôle santé Sarthe et Loire. Christelle Baldet est avec nous, présidente de cette association. Bienvenue Christelle, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. On rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez mis en place, il a été mis en place un petit peu partout en France, dans plus de 116 hôpitaux, un parcours finalement de soins d'enfants, d'adultes, aussi pour les soignants, justement pour réduire le nombre, l'angoisse en général, pour réduire la prise de médicaments, pour que les choses se passent plus facilement, pour que ce soit pour l'enfant, en tout cas et qu'il y ait moins de dommages collatéraux. Et on va en parler avec un témoignage. Bénédicte est avec nous. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Merci en tout cas d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Les petits bouts de chou, j'imagine que ça a sauvé une partie de la crise dans laquelle une maman vit quand son enfant... C'est les petits doudous. J'ai dit quoi ? Les petits doudous, pardon. Mais ça reste des bouts de chou. Oui, ça reste des petits bouts de chou quand même. Ouais. Dans cette situation toujours particulière d'aller avec son enfant à l'hôpital. Oui, alors en effet, c'est jamais une situation, c'est jamais très marrant, c'est pas des bons moments. Moi, mon fils s'est fait opérer en 2018. Bon, c'était une opération simple, des végétations. Il avait 9 ans à l'époque, mais il n'avait jamais été opéré. Donc il était stressé et sa maman encore plus que lui. Voilà, donc on a été... c'est vrai que c'est super parce que dès la consultation préopératoire, en fait, dès le premier rendez-vous quand on rencontre le médecin anesthésiste, il a été mis très très à l'aise et puis surtout il lui a expliqué les choses et puis il lui a donné un masque transparent, le masque comme les masques pour endormir, avec des gommettes pour qu'il puisse personnaliser son masque. C'est tout bête, mais quand on est revenu, donc le jour J, il avait son masque avec lui, en fait. Il revenait avec son masque et ses gommettes qu'il avait collées à la maison. Donc ça, c'était la première chose. Voilà, et puis ensuite, quand on est... ils nous ont installés dans une chambre, puisque c'est une opération
en ambulatoire. Donc, il avait toujours son masque avec lui. Et puis on lui a apporté une tablette. Donc à cet âge-là, les enfants, ils adorent. Bah oui. Une tablette avec un petit jeu. Alors bon, c'était en 2018, je me rappelle assez mal du jeu, mais je me rappelle de l'effet produit sur mon fils, parce que de mémoire, il y avait il devait choisir un avatar. Donc il est complètement rentré dedans. Il fallait choisir des personnages alors qui ressemblaient à l'anesthésiste. Voilà. Donc c'est vrai que ça a permis de penser à complètement autre chose. Et puis de partir serein, se faire opérer. Et j'ajoute qu'au PSSL, il y a aussi autre chose, c'est qu'on peut aller debout se faire opérer. Oui. Donc ça, moi j'ai un fils qui a des lunettes, qui voit très très mal. Donc le fait d'aller, de pouvoir marcher, d'arriver au bloc opératoire avec ses lunettes, sans être allongé. Vous savez comment on vous emmène oui, bien sûr. Au sur bloc, un brancard, allongé, sans vos lunettes, vous êtes complètement perdu. Là, il est allé au bloc en marchant, avec sa tablette, toujours. Avec son petit masque. Voilà, son petit masque, sa tablette, et puis il y a un petit parcours ludique en fait jusqu'au bloc opératoire où il faut reconnaître des personnages, des petits poissons suspendus qu'on voit dans le jeu. Donc c'est vrai qu'il est arrivé décontracté et cerise sur le gâteau quand il est arrivé au bloc, on lui a offert un doudou. C'est donc ça. Une peluche. Il a presque cru qu'il était au parc d'attractions. Voilà, donc c'est vrai que on pense à autre chose, ça permet de dédramatiser. Et ça a un impact forcément sur vous, Bénédicte, à ce moment-là, forcément, c'est sûr. Ah bah évidemment, évidemment. Moi je le voyais, il était concentré de voir son enfant qui marche, en fait, qui va se faire opérer avec sa petite tablette, qui essaie de trouver sur les murs les personnages du jeu. On se dit il est détendu, tout va bien, il n'y pense plus en fait, il n'y pense pas. Eh ben ça c'est un très très joli témoignage forcément. Merci beaucoup Bénédicte d'avoir été avec nous. De rien. Donc on va presque, je vais pas dire qu'on va se faire opérer, on est content d'aller se faire opérer, mais il était presque content, voilà. Ça devient un jeu d'enfant. Voilà. Ouais, ça devient un jeu d'enfant. C'est à partir de finalement j'ai pas précisé, c'est à partir de 3 ans jusqu'à 16. Hein. Jusqu'à 16. Oui, alors si j'ai pas précisé, merci Bénédicte. Bénédicte peut rester avec nous. Ah oui. En fait, maintenant, on propose des casques de réalité virtuelle pour justement répondre aux besoins des plus vieux, quoi. Parce qu'on dit les enfants, mais on n'a pas précisé l'âge. Et j'ai pas précisé non plus que le partenaire historique, c'était Moulin Rôti, entreprise française Moulin Rôti. Donc les petits doudous, ils sont de très grande qualité. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, les soignants, j'imagine que est-ce qu'il y a eu une formation peut-être pour les soignants justement de ce parcours, ou est-ce que c'est instinctif finalement? Alors, ça nécessite pas forcément de formation. Par contre, ce qui se développe de plus en plus, c'est de former les soignants à la communication positive, des thérapeutiques. Voilà, ça prend plusieurs termes, qui permet aussi d'avoir les bons mots. Ça, c'est pas quelque chose qui se réplique beaucoup. Et puis là, c'est un petit peu en lien avec l'hypnose aussi, des formations d'hypnose pour les soignants qui se développent beaucoup. Moi-même, j'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs formations. Pour faire quoi? Pour avoir l'attitude, les mots et l'hypnose conversationnelle, ça passe par une communication thérapeutique. C'est 80% du travail de l'hypnose. Voilà, et ça n'a rien de magique comme Mesmer qui est au-dessus de l'hypnose, mais là, c'est de l'hypnose, on va dire. C'est pas directif, on propose, c'est permissif, c'est pour détendre. C'est pour dissocier un petit peu l'enfant ou l'adulte, pour permettre un petit peu de mettre moins dans une alerte, dans un moment difficile. Voilà. Mais on a l'impression que c'est vraiment, vous me passerez l'expression, un triptyque parents, enfants, soignants, et que tout se fait en lien. C'est un travail d'équipe, exactement. C'est un travail d'équipe. On se dissocie pas. Et je crois que c'est ça aussi qui fonctionne. C'est que. Et alors, qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui nous écoutent et notamment à nos dirigeants? Pourquoi tout ça n'est pas répliqué dans tous les hôpitaux de France, dans tous les hôpitaux pédiatriques? On sait que la mortalité infantile augmente en France. C'est quand même assez extraordinaire qu'on ferme des maternités. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, puisque les bonnes initiatives viennent du terrain? Ça, c'en est une très belle. Et c'est ce que disait Cécile tout à l'heure.
Pourquoi Mais elle l'a dit pendant la pub, donc on l'a pas entendu. Ça fait du bien aux infirmiers, au personnel soignant, ça fait du bien aux parents, ça fait du bien aux enfants. Et ça fait du bien à l'économie. À l'économie, le temps d'hospitalisation doit baisser. Absolument. Pourquoi? Moins de médicaments. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on propose? Alors, c'est quoi la proposition citoyenne du jour, Christelle? La proposition citoyenne, on est rompu à l'exercice, mais on va continuer de le faire, c'est d'écouter les solutions qui viennent du terrain. Puisque cette association, elle s'est créée par des soignants citoyens soucieux de bien faire leur travail dans les meilleures conditions possibles pour améliorer le vécu de tout le monde, de tous les acteurs du soin, et que j'enjoins le gouvernement, qui semble très sourd aux injonctions du terrain, à écouter justement, à ne plus être sourd à ce qui se passe, puisqu'on a fait la preuve et on sera toujours là pour améliorer le vécu. Et ne pas. Et pour vous contacter, pour les parents qui nous écoutent, qui ont un enfant qui va être opéré, pour vous contacter? Alors, il y a un site, les petits doudous. Où on peut faire des dons. On peut faire des dons, on peut adhérer. Et puis dans ce site, vous trouverez l'association des petits doudous le plus proche de chez vous. Voilà, puisqu'il y en a quand même 116 sur toute la France, donc il y en a partout. Il y en a partout. Merci beaucoup. Mais c'est qu'à partir de c'est jusqu'à 16 ans, Philippe. Donc c'est fini pour toi. Un dernier mot, Stéphane. Désolé, Christelle. Attends, vous n'avez pas de micro. Je vous prends la vedette quelques secondes, puisqu'il nous reste quelques secondes. Nous avons parlé ce soir quand même, puisque c'est bientôt le 8 mars, donc de cette journée internationale des droits des femmes. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la cause globalement, bien sûr, à l'hôpital, le rôle des femmes est important, mais globalement aussi dans le monde, vous pouvez aller sur sommetcitoyen.fr à la rubrique Tribune et vous verrez un texte très important qu'on vous engage à signer, un appel donc pour les combattantes de la démocratie. Merci beaucoup Stéphane Pellet, merci beaucoup Christelle Baldet, présidente de l'association Les Petits Doudous, Pôle Santé Sarthe et Loire. Merci beaucoup Bénédicte d'avoir témoigné ce soir dans notre émission. Merci Aurélie Gros, merci Stéphane Pellet. C'est 3-4. On était plein de femmes ce soir. G500. Vous restez bien sûr sur Sud Radio. Dans un instant, Yvan Cujus sera avec nous. Oui, il reçoit Suzanne et Jérémy Rolando. Oui, et nous on se retrouve demain à 17h. Demain à 17h, mais tout de suite on parle de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. Salut, à demain.